Coupez le moteur et jetez les clés par la fenêtre. Faites-le maintenant. La voix ne s'est pas contentée de résonner dans le mégaphone. Elle a physiquement fait vibrer le rétroviseur de ma berline. Je n'avais pas besoin de regarder derrière moi pour savoir combien ils étaient. L'intérieur de ma voiture était complètement inondé par un mélange aveuglant et stroboscopique de lumière cramoisie et saphir. Cela délavait le tableau de bord, projetant de longues ombres dentelées à travers le volant en cuir. Montrez-moi vos mains. Gardez-les bien en vue. J'ai lentement levé les mains, pressant mes paumes à plat contre la vitre froide du pare-brise. Mon pouls était régulier. Je ne ressentais pas la montée d'adrénaline frénétique et étouffante qui accompagne habituellement une arrestation à haut risque pour un crime majeur. Au lieu de cela, un sentiment de clarté profond, presque clinique, m'a envahi. Avec votre main gauche, ouvrez la porte de l'extérieur. Sortez lentement. J'ai baissé la vitre. L'air glacial de la nuit a frappé mon visage, transportant l'odeur métallique et piquante de la pluie sur l'asphalte chaud et le lourd bourdonnement de 3 voitures de police au ralenti. J'ai tiré la poignée extérieure et poussé la lourde portière. Le gravier a crissé bruyamment sous mes bottes alors que je sortais sur la bande d'arrêt d'urgence glissante de l'autoroute. Instantanément, 3 projecteurs LED haute intensité m'ont épinglé dans l'obscurité. J'ai plissé les yeux à travers l'éblouissement, distinguant les silhouettes de 3 policiers s'abritant derrière les portières ouvertes de leur véhicule, leurs armes de service dégainées et pointées directement sur ma poitrine. Le point rouge d'un viseur laser dansait de façon erratique sur le centre de mon manteau. Retournez-vous. Croisez les doigts derrière la tête. Marchez à reculons vers le son de ma voix. J'ai suivi les instructions avec la précision sans friction d'un fantôme. J'ai tourné le dos aux armes chargées, j'ai croisé les doigts et j'ai fait des pas lents et mesurés en arrière. L'officier en tête n'a pas attendu que j'atteigne la voiture de police. Il a réduit la distance, a attrapé mes doigts croisés avec une poigne violente et autoritaire, et a plaqué ma poitrine durement contre le coffre mouillé et glacial de ma propre voiture. Le cliquetis lourd et crissant des menottes en acier s'enfonçant dans mes poignets a résonné incroyablement fort par-dessus les grésillements des radios de la police. Vous êtes en état d'arrestation pour délit de fuite aggravée ayant entraîné des blessures corporelles graves, a grondé le policier à mon oreille, son haleine chaude contre mon cou tandis qu'il palpait agressivement les poches de mon manteau à la recherche d'une arme. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Alors qu'il récitait mes droits de garde à vue, déclamant la poésie légale exacte de ma destruction, je n'ai pas fermé les yeux. J'ai fixé la pluie ruisselant sur les feux arrière de ma voiture. Et j'ai pensé à ma jeune sœur, Juliette. Juliette était l'enfant chéri. Pendant 26 ans, elle avait été une force de la nature imprudente et destructrice. Et pendant 26 ans, mes parents, Antoine et Sylvie, avaient été son équipe de nettoyage dévouée. Quand Juliette a échoué à l'université, ils ont accusé les professeurs. Quand Juliette a détruit sa première voiture en conduisant ivre à 19 ans, mon père a engagé l'avocat de la défense le plus impitoyable de la région pour faire effacer sa condamnation pour conduite en état d'ivresse. Payant les frais de justice en siphonnant discrètement le fonds d'études que mes grands-parents m'avaient laissé. J'étais l'indépendante, la discrète, celle qui avait déménagé à 3 départements de là, qui s'était bâti une carrière en béton en tant qu'analyste de données senior pour une entreprise de logistique privée, et qui s'était isolée de façon permanente de leur chaos toxique et complaisant. Jusqu'à il y a 3 jours. Ma mère avait orchestré un dîner de réconciliation familiale dans un restaurant haut de gamme en centre-ville. Elle prétendait que je leur manquais, que Juliette avait enfin mûri et reprenait sa vie en main avant son mariage imminent avec l'héritier d'un empire immobilier local. J'aurais dû m'en douter. Pendant le dîner, Juliette m'avait serré fort dans ses bras, pleurant des larmes théâtrales sur mon épaule. Elle ne s'excusait pas. Elle était en train de me faire les poches, volant mon permis de conduire de rechange dans la poche intérieure de mon trench coat. Ce soir, à 21h14 précisément, Juliette s'était installée au volant du lourd SUV de son fiancé, complètement ivre, et avait percuté de plein fouet un monospace civil à une intersection à 4 voies. Elle n'est pas restée pour vérifier si la famille piégée dans la tôle broyée respirait. Elle s'est enfuie à pied. Mais avant de courir dans l'obscurité, elle a exécuté un chef-d'œuvre de trahison familiale. Elle a jeté mon permis de conduire volé sur le plancher du côté conducteur. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé le commissariat depuis un téléphone jetable anonyme, signalant qu'elle avait vu une femme correspondant exactement à ma description conduire de manière erratique près du lieu de l'accident.
Ils ne se contentaient pas de couvrir l'erreur de Juliette cette fois-ci. Ils étaient activement en train de me piéger. Ils sacrifiaient ma liberté, mon casier judiciaire vierge et ma carrière pour que le mariage à 1 million d'euros de Juliette ne soit pas ruiné par une peine de 10 ans de prison. En ce moment même, à l'autre bout de la ville, tous les trois devaient être assis dans le vaste salon de mes parents, sirotant du cabernet, tremblant de soulagement, absolument certains que la police venait d'enfermer leur parfait bouc émissaire dans une cage. Le policier a terminé sa palpation, m'a attrapé par les biceps et m'a fait pivoter pour me faire face. Il était jeune, le visage tendu par le dégoût, me regardant comme si j'étais un monstre qui venait de laisser une famille innocente se vider de son sang sur l'asphalte. « Avez-vous compris les droits que je viens de vous lire » a-t-il exigé. Il s'attendait à ce que je panique. Il s'attendait à ce que je pleure, que je fasse de l'hyperventilation, que je hurle que c'était ma sœur, que je le supplie de croire à une histoire folle de pièces d'identité volées et de coups montés. Il attendait la réaction chaotique et désordonnée d'une conductrice coupable d'un délit de fuite, réalisant que sa vie était finie. Je n'ai rien fait de tout cela. La pluie frappait mon visage. Les lumières rouges et bleues peignaient la chaussée mouillée de couleurs violentes et clignotantes. Et, debout dans le froid glacial, solidement menotté sous la menace d'une arme, face à une peine minimale incompressible de 10 ans de prison, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de folle. C'était le sourire silencieux et terrifiant d'un joueur d'échecs qui vient de voir son adversaire avancer son roi avec confiance, directement sur une mine. Parce que ma famille avait passé des jours à élaborer méticuleusement un coup monté physique parfait. Mais ils ignoraient profondément et incroyablement la nature exacte de ce que fait un analyste de données senior pour gagner sa vie. La banquette arrière en plastique dur moulé de la voiture de police était spécifiquement conçue pour un inconfort physique maximal. Avec mes mains étroitement menottées dans le dos, chaque nid de poule et chaque virage serré sur le trajet de 20 minutes jusqu'au commissariat envoyait une onde de choc rigide et douloureuse dans ma colonne vertébrale. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas plainte des menottes qui coupaient la circulation de mes poignets. J'ai regardé à travers la vitre grillagée, observant les enseignes au néon flou de la ville saigner à travers les gouttes de pluie, striant le verre d'une manière étrange, presque terrifiante. Mon esprit fonctionnait comme une machine parfaitement calibrée. Le choc initial de la trahison s'était entièrement évaporé, remplacé par une hyperconcentration froide et chirurgicale. Mes parents et Juliette avaient orchestré un coup monté physique, s'appuyant sur la mécanique brutale du système pénal pour m'écraser avant que je puisse parler. Ils pensaient que la police m'arrêterait, m'enfermerait dans une cellule de garde à vue pour le week-end, et que dès lundi matin, un avocat commis d'office ferait pression sur moi pour que j'accepte un accord de plaidé coupable. Ils se méprenaient fondamentalement sur le champ de bataille. Ils pensaient que c'était un jeu de preuves physiques. Ils n'avaient pas réalisé que dans le monde moderne, les preuves physiques ne sont qu'une ombre projetée par l'architecture numérique. Et j'en étais l'architecte. La voiture de police s'est immobilisée avec une violente secousse à l'intérieur du parking souterrain du commissariat central. La lourde portière a été arrachée, et l'officier qui m'avait arrêté m'a extirpé par le bras. La transition de l'air glacial de la nuit à l'atmosphère étouffante et lourdement climatisée du commissariat a été brutale. L'air sentait le café rassis, l'eau de javel industrielle, et l'odeur métallique et aigre de l'adrénaline et de la sueur. On m'a fait traverser le chaos de la salle de rédaction. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner, les claviers cliquetaient et des policiers en uniforme criaient pour se faire entendre. Aucun d'eux ne m'a regardé avec curiosité. Pour eux, je n'étais pas un être humain complexe avec une histoire, j'étais un numéro de dossier. J'étais le monstre qui avait embouti le monospace d'une famille, brisé la clavicule d'un civil, et fui lâchement les lieux dans l'obscurité. Je pouvais sentir l'hostilité irradier des bureaux alors qu'on me faisait défiler devant eux. Ils ne m'ont pas mise dans une cellule de garde à vue générale parce que le délit de fuite impliquait des blessures graves. C'était un crime prioritaire. Ils m'ont conduite directement à la brigade criminelle et m'ont poussé dans la salle d'interrogatoire B. La pièce était un exemple classique de privation psychologique. C'était une boîte en béton claustrophobe et sans fenêtre, peinte dans une teinte institutionnelle de blanc cassé nauséabonde. Un unique tube fluorescent violemment lumineux bourdonnait avec colère au-dessus de ma tête. Au centre de la pièce se trouvait une table en acier boulonnée au sol avec 2 chaises en aluminium très abîmées. Un mur entier était dominé par un immense miroir sans teint parfaitement propre. Le policier m'a poussé sur la chaise la plus éloignée de la porte. Il a détaché mes menottes pour m'attacher immédiatement le poignet droit à un lourd anneau de fer soudé directement au centre de la table en acier. « Ne bougez pas » a-t-il marmonné sans me regarder dans les yeux.
La lourde porte métallique s'est refermée derrière lui. Le peine dormant s'est enclenché avec un fort claquement final. Puis, le jeu de l'attente a commencé. C'est la procédure policière standard. Elle est conçue pour laisser l'isolement et le temps qui passe éroder la santé mentale du suspect. Il vous laisse seul dans la pièce glaciale pour que votre imagination puisse vous torturer avec des visions de peine de prison, brisant vos défenses psychologiques avant même que l'inspecteur ne franchisse la porte. Mais je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. Et je n'ai pas regardé anxieusement le miroir sans teint. Je suis resté parfaitement immobile, régulant ma respiration, ramenant mon rythme cardiaque au repos à une base de 60 battements par minute. J'ai cartographié mentalement l'architecture réseau exacte des tours de téléphonie cellulaire locale, les taux de rafraîchissement GPS des SUV de luxe moderne, et les protocoles de synchronisation biométrique de mes appareils personnels. Je construisais la potence pour ma famille, ligne de code par ligne de code, dans ma tête. 45 minutes plus tard, le verrou s'est ouvert d'un coup sec. Un homme dans un costume gris bon marché et froissé est entré, portant un épais dossier chemise et un gobelet en polystyrène de café noir. Il avait des cernes sous les yeux et la posture épuisée et cynique d'un homme qui avait passé 20 ans à écouter des coupables lui mentir effrontément. Il ne s'est pas présenté. Il a tiré la chaise en face de moi. Les pieds métalliques ont crissé durement contre le sol en linoléum, et il s'est assis. Il a jeté le dossier au centre de la table. « Je suis l'inspecteur Lefebvre », a-t-il dit, d'une voix grave et monotone. Il a pris une lente gorgée de son café, ses yeux fixés sur moi comme un prédateur jaugeant un animal blessé. « Vous voulez me dire pourquoi vous êtes assise dans mon commissariat ce soir, Camille ? » « Je suppose que c'est vous qui allez me le dire, inspecteur », ai-je répondu, d'une voix complètement posée, dépourvue de toute émotion ou de tout tremblement. La mâchoire de Lefebvre s'est contractée. Il n'aimait pas l'absence absolue de peur dans mes yeux. Cela brisait le scénario auquel il était habitué. Il a ouvert le dossier d'un geste sec. Ce soir, à 21h14, un SUV de luxe noir a brûlé un feu rouge à l'intersection de la rue Victor Hugo et de l'avenue Jean Jaurès, a déclaré Lefebvre, se penchant en avant, envahissant mon espace physique. Il a percuté un Peugeot 5008 transportant une famille de 4 personnes. La mère est actuellement au bloc opératoire pour un poumon perforé. Le conducteur du SUV n'a même pas effleuré les freins. Il a accéléré, a roulé sur 2 pâtés de maison jusqu'à ce que le radiateur explose. Puis a abandonné le véhicule, s'enfuyant à pied dans les ruelles résidentielles. Il a plongé la main dans le dossier et en a sorti un lourd sac à preuve en plastique. Il l'a claqué sur la table en acier, juste devant moi. À l'intérieur du sac se trouvait mon permis de conduire délivré par l'État. Les premiers policiers sur place ont trouvé ceci posé sur le plancher du côté conducteur, a déclaré Lefebvre, sa voix tombant dans un murmure dur et accusateur. 10 minutes plus tard, nous avons reçu un appel anonyme au 112 d'un citoyen inquiet qui a vu une femme, correspondant exactement à votre description, s'enfuir en courant du lieu de l'accident. Nous avons vérifié les plaques du SUV. Il est enregistré au nom d'une agence immobilière locale. L'agence exacte que possède le fiancé de votre sœur. Votre lien familial avec le véhicule est indéniable. Lefebvre s'est adossé à sa chaise en croisant les bras. Il avait posé le piège. Maintenant, il attendait que je marche dedans. Nous avons votre pièce d'identité. Nous avons un témoin oculaire. Nous avons le véhicule, a poursuivi Lefebvre, adoptant la routine du flic compatissant. Je sais comment ça se passe, Camille. Vous avez bu quelques verres de trop. Vous avez fait une erreur. Vous avez paniqué. Si vous passez aux aveux tout de suite, si vous montrez des remords, le procureur pourrait abandonner la peine maximale. Si vous me mentez et m'obligez à éplucher les images des caméras de surveillance de la rue pour le prouver, je veillerai personnellement à ce que vous fassiez vos 10 ans de prison pour avoir presque tué cette famille. Il a cessé de parler. Le silence s'est fait dans la pièce, à l'exception du bourdonnement colérique de la lumière fluorescente au-dessus de nous. Il s'attendait à ce que je réclame un avocat. Il s'attendait à ce que je hurle que ma sœur avait volé la pièce d'identité. Il s'attendait à une défense désordonnée et chaotique qu'il pourrait facilement mettre en pièces. J'ai regardé le sac à preuve contenant mon permis de conduire. Puis, j'ai lentement levé les yeux et accroché le regard de Lefebvre avec un niveau de détachement froid et clinique qui l'a fait physiquement tressaillir. C'est un récit magnifiquement construit, inspecteur Lefebvre, ai-je dit doucement. Le silence de la pièce amplifiait chaque syllabe.
Il est convaincant. Il est net, mais structurellement, c'est un échec catastrophique. Vous n'avez pas une affaire de délit de fuite devant vous. Vous avez une conspiration massive et coordonnée pour commettre un parjure, piéger une citoyenne innocente et entraver une enquête judiciaire. Lefebvre a ricané en secouant la tête. Gardez vos théories du complot pour votre avocat commis d'office. Je n'ai pas besoin d'un avocat commis d'office, les jeux coupés, ma voix baissant d'une octave, portant le poids absolu et intransigeant d'une analyste de données senior sur le point de disséquer un système défectueux. J'ai besoin que vous ouvriez la boîte en carton contenant les effets personnels que vos agents ont confisqués des poches de mon manteau lors de mon arrestation, car à l'intérieur de cette boîte se trouve mon smartphone crypté. Et à la seconde où vous me le remettrez. Je vais vous donner les coordonnées GPS exactes, les données biométriques de fréquence cardiaque et la triangulation cellulaire en temps réel des 3 criminels qui ont réellement orchestré cet accident. L'inspecteur Lefebvre n'a pas ri. Il n'a pas frappé du poing sur la table. Il m'a simplement dévisagé, son gobelet de café en polystyrène figé à mi-chemin de sa bouche. La lourde supériorité cynique avec laquelle il était entré dans la pièce était soudainement suspendue, entièrement paralysé par l'absence absolue de peur dans ma posture. En 20 ans de métier, il avait interrogé des meurtriers, des hommes de main de gang et des cols blancs auteurs de détournement de fonds. Ils avaient tous un tic, un tressaillement de la mâchoire, un léger tremblement dans la voix, un besoin désespéré de trop s'expliquer. Je ne lui donnais pas une défense. Je lui imposais une prise de contrôle hostile. Vous pensez que je vais remettre à la suspecte d'un crime majeur son appareil personnel non fouillé, sans mandat, en plein milieu d'un interrogatoire pour tentative d'homicide, a demandé Lefebvre, sa voix descendant dans un registre grave et dangereux. Il a posé le café. Je pense que vous êtes un pragmatique, inspecteur, ai-je répondu. La lumière fluorescente bourdonnait avec colère au-dessus de nous, projetant des ombres cliniques tranchantes sur la table en acier. Et vous avez une mère gravement blessée en soins intensifs, le véhicule d'un civil détruit, et un procureur qui va vouloir une condamnation inattaquable avant l'aube. Vous pouvez soit passer les 6 prochains mois à envoyer des réquisitions à Apple. À vous battre contre mes avocats pour obtenir les clés de déchiffrement du cloud, et prier pour que votre témoin oculaire circonstanciel tienne le coup lors du contre-interrogatoire. Ou vous pouvez déverrouiller ma main droite. Me remettre le bac en plastique qui se trouve dans votre salle des pièces à conviction, et me laisser résoudre votre affaire dans les 4 prochaines minutes. Lefebvre a regardé le miroir sans teint. Je savais exactement ce qu'il faisait. Il consultait silencieusement l'officier supérieur invisible qui se tenait dans la sombre salle d'observation, de l'autre côté de la vitre. Le silence s'est prolongé. 10 secondes. 20 secondes. La tension dans la boîte en béton claustrophobe était assez épaisse pour qu'on s'y étouffe. Finalement, Lefebvre a reculé sa chaise. Les pieds métalliques ont violemment crissé contre le linoléum. Il n'a pas dit un mot. Il s'est dirigé vers la lourde porte en fer, a frappé 2 fois et a attendu que le verrou se dégage. Il est sorti. 2 minutes plus tard, il est revenu. Il portait un bac à preuve en plastique dur et transparent. À l'intérieur se trouvait mon trench coat, mes clés, mon portefeuille et mon smartphone professionnel noir mat. Il a posé le bac sur la table, a tiré une petite clé argentée de sa ceinture et a déverrouillé la lourde menotte qui reliait mon poignet droit à l'anneau de la table. Je regarde votre écran, l'a averti Lefebvre, tirant sa chaise si près que nos genoux se touchaient presque. Vous n'ouvrez pas d'application de messagerie. Vous ne passez aucun appel. Si vous faites quoi que ce soit d'autre que ce que vous venez de promettre, vous perdez le téléphone et je vous inculpe pour la peine maximale. Je n'ai pas accusé réception de la menace. Je ne me suis pas massé le poignet meurtri. J'ai plongé la main dans le bac, j'ai pris l'appareil lourd et froid, et j'ai pressé mon pouce contre le scanner biométrique. L'écran s'est allumé, projetant une lueur bleuâtre et vive sur les murs blancs et stériles de la salle d'interrogatoire. Votre accident s'est produit à 21h14 précisément, ai-je déclaré, ma voix glissant dans la cadence clinique et sans friction que j'utilisais lorsque je présentais des évaluations de risque trimestrielles au conseil d'administration. J'ai appuyé sur une application de suivi de santé cryptée sur mon écran d'accueil. Le corps humain réagit à une collision automobile à grande vitesse par une poussée massive et inévitable de cortisol et d'adrénaline. Le rythme cardiaque grimpe à plus de 140 battements par minute. La pression artérielle monte en flèche. J'ai retourné le téléphone, le faisant glisser sur la table en acier pour qu'il se trouve directement sous le nez de Lefebvre.
Sur l'écran s'affichait un graphique linéaire très détaillé, minute par minute, généré par ma montre connectée synchronisée, la même montre connectée qui était actuellement attachée à mon poignet gauche. Ce soir, à 21h14, inspecteur, mon rythme cardiaque était de 58 battements par minute au repos et constant, ai-je dit d'une voix douce. Mon rythme respiratoire était de 12 respirations par minute. Et le GPS interne de mes appareils interrogeait de manière statique le routeur Wi-Fi privé de mon appartement situé à exactement 20 km de l'intersection de la rue Victor Hugo et de l'avenue Jean Jaurès. J'étais endormi sur mon canapé. Lefebvre fixait le graphique. Il n'a pas scié. C'était un flic chevronné. Il savait que la télémétrie des montres connectées était de plus en plus utilisée par les enquêteurs pour établir des alibis irréfutables dans les affaires de meurtre. Ce n'était pas que des données. C'était de la prévention biométrique de parjure. À moins que vous ne suggériez, inspecteur, que j'ai réussi à emboutir un monospace à 100 km/h tout en restant dans un coma artificiel, vous détenez actuellement la mauvaise suspecte, ai-je ajouté, mon ton impitoyable. Lefebvre a dégluti difficilement. Il a levé les yeux de l'écran, les paupières plissées. Cela prouve que vous n'étiez pas physiquement au volant. Cela n'explique pas comment votre permis de conduire physique s'est retrouvé sur le plancher du véhicule suspect. Non, ai-je acquiescé, ramenant le téléphone vers moi. Ça ne l'explique pas, mais le véhicule lui-même va le faire. Mes doigts ont volé sur le clavier numérique avec une précision chirurgicale. J'ai contourné mes applications standards et j'ai ouvert un portail d'entreprise sécurisé avec une authentification à 2 facteurs. Vous avez vérifié les plaques du SUV suspect, ai-je continué, parlant tout en tapant. Vous savez qu'il est enregistré au nom d'une agence immobilière commerciale locale. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon entreprise de logistique privée détient le contrat exclusif de plusieurs millions d'euros pour gérer la télématique et le géorepérage de l'ensemble de leur flotte de véhicules d'entreprise. La posture de Lefebvre s'est visiblement raidie. La réalisation de ce que je disais et de ce à quoi j'avais accès a commencé à le submerger comme de l'eau glacée. J'ai contourné le pare-feu de sécurité, j'ai accédé aux journaux bruts du serveur backend de la flotte de l'entreprise immobilière et j'ai filtré la base de données par le numéro d'identification, VIN, spécifique du SUV accidenté. Un mur massif de code brut et non formaté a inondé mon écran. Les SUV de luxe modernes ne sont pas que des voitures, inspecteur. Ce sont des serveurs de données roulants de 3 tonnes, ai-je expliqué, traduisant le code brut en une interface de tableau de bord propre et lisible. J'ai retourné le téléphone vers lui. À exactement 21h13 et 42 secondes, l'ordinateur de bord du véhicule a enregistré un freinage d'urgence brutal. 2 secondes plus tard, le capteur de déploiement de l'airbag frontal s'est déclenché. Mais je me fiche de la télémétrie de la collision. Ce qui m'intéresse, ce sont les capteurs principaux de l'habitacle. J'ai tapoté sur une ligne de code spécifique surlignée en jaune. Pour éviter que les airbags ne se déploient et ne tuent des enfants, les sièges du passager et du conducteur sont équipés de capteurs de poids hautement calibrés, ai-je dit, en me penchant sur la table, ma voix tombant dans un murmure glacial et absolu. Au moment de l'impact, le capteur de poids du siège conducteur a enregistré exactement 52 kg de masse cinétique. Je mesure un M75, inspecteur, et je pèse 64 kg. Mais ma jeune sœur Juliette, qui est actuellement fiancée à l'héritier de l'agence immobilière qui possède ce même SUV, mesure un M57 et pèse exactement 52 kg. Lefebvre s'est complètement immobilisé. Le gobelet de café en polystyrène dans sa main s'est légèrement froissé sous son emprise qui se resserrait. Son affaire criminelle se désintégrait sous ses yeux, remplacée par quelque chose de beaucoup plus sombre et de bien plus complexe. Elle a volé ma pièce d'identité il y a 3 jours lors d'un dîner de famille, ai-je dit, portant le coup de grâce avec une précision impitoyable. Elle a conduit ivre, elle a broyé cette famille. Et elle a planté mon permis pour sauver son mariage imminent. Mais planter la pièce d'identité n'était pas suffisant pour garantir que je porterais le chapeau. Il devait forcer votre main. Il devait s'assurer que vous m'arrêtiez avant que je puisse établir un alibi. J'ai repris le téléphone une dernière fois. Vous avez mentionné que vous aviez reçu un appel anonyme au 112 d'un citoyen inquiet 10 minutes après l'accident, ai-je dit, mes doigts survolant l'écran, accédant à un ensemble d'architectures de données complètement différents. Découvrons exactement où ce citoyen inquiet était assis lorsqu'il a décidé de ruiner ma vie, voulez-vous? L'inspecteur Lefebvre n'a pas dit un mot. Il n'a pas interrompu,
et il n'a pas cherché à attraper son gobelet de café en polystyrène. Il s'est contenté de fixer l'écran éclairé de mon smartphone, regardant toute son enquête de délit de fuite soigneusement ficelée volée en 1000 morceaux de données inconciliables. En l'espace de 4 minutes, j'avais systématiquement démantelé les preuves physiques. Mais démanteler le piège ne suffisait pas. Je devais incinérer les personnes qui l'avaient posé. Vous avez dit que vous aviez reçu un tuyau anonyme 10 minutes après la collision, ai-je déclaré, ma voix totalement dépourvue de la panique ou du désespoir qui résonnait habituellement sur les murs de béton de cette pièce. J'ai minimisé le serveur logistique et j'ai ouvert une application de télécommunication commerciale. Un témoin oculaire qui prétendait avoir vu une femme correspondant exactement à ma description physique s'enfuir à pied des débris. Je n'ai pas attendu qu'il confirme. Mes pouces se sont déplacés sur le clavier numérique, contournant l'écran de connexion standard pour les consommateurs et entrant dans un portail administratif à 2 facteurs d'un important opérateur cellulaire national. Ces 5 dernières années, mes parents, Antoine et Sylvie, ont refusé de payer leurs propres factures de téléphone portable, ai-je expliqué, livrant le contexte biographique avec le même détachement clinique que pour les journaux du serveur. Pour éviter les disputes constantes, j'ai transféré leur numéro sur mon forfait professionnel d'entreprise. Je suis la titulaire principale du compte, l'administratrice de facturation et la propriétaire légale des appareils qu'ils transportent. L'interface s'est chargée, affichant un tableau de bord en temps réel très détaillé de 4 numéros de téléphone cellulaire actifs. J'ai sélectionné la ligne enregistrée au nom de ma mère, Sylvie. En vertu de la législation antiterroriste et des lois sur la conservation des données téléphoniques, tous les comptes d'entreprise enregistrent l'horodatage exact, la durée et les numéros de réception des appels sortant directement sur le serveur maître, ai-je dit. J'ai filtré le journal des appels quotidiens, isolant les données de 21h à 21h30. J'ai retourné le téléphone vers Lefebvre, le poussant précisément au centre de la table en acier. Regardez la 3e ligne en partant du haut, inspecteur, ai-je ordonné doucement. Lefebvre s'est penché au-dessus de la table, plissant les yeux en lisant le texte lumineux, et sa mâchoire s'est visiblement contractée, les muscles de son cou tendus contre son col froissé. À 21h24 très précisément, soit exactement 10 minutes après le déploiement des airbags frontaux dans le SUV, le téléphone de ma mère avait initié un appel sortant. Le numéro de réception était simplement répertorié comme 112, service d'urgence. La durée de l'appel était de 47 secondes. Ce n'était pas un citoyen inquiet anonyme, ai-je dit, mon ton descendant dans un murmure glacial et absolu. C'était ma mère. Mais ce n'est pas cette donnée qui va l'envoyer dans un centre pénitentiaire. J'ai tapé sur l'écran une fois de plus, ouvrant un onglet secondaire intitulé Géoloc Réseau. Une carte satellite haute résolution de la ville s'est matérialisée, parsemée de cercles bleus superposés représentant la triangulation des antennes relais. Lorsque vous composez le 112, le réseau signale automatiquement la tour de téléphonie cellulaire la plus proche pour acheminer l'intervention d'urgence, ai-je expliqué, traçant un ongle parfaitement manucuré sur l'écran de verre. La collision a eu lieu à l'intersection de la rue Victor Hugo et de l'avenue Jean Jaurès, en plein cœur du réseau du centre-ville. Mais l'appareil de ma mère n'a pas interrogé une tour du centre-ville à 21h24. Il a interrogé un nœud localisé à basse fréquence au milieu du domaine des Chênes. Une banlieue huppée et sécurisée à 20 km du lieu de l'accident. Ma mère ne m'a pas vu fuir l'épave, inspecteur Lefebvre. Parce que ma mère était assise dans son propre salon en train de boire du cabernet pendant qu'elle commettait un délit d'entrave à la justice et déposait une fausse déclaration à la police pour faire accuser sa fille aînée. Le silence dans la salle d'interrogatoire n'était plus seulement tendu. Il était lourd, étouffant, et absolu. Et le bourdonnement du tube fluorescent au-dessus de nous résonnait comme une tronçonneuse. Lefebvre a fini par expirer. C'était un long et lent souffle. Il a passé une main lourde sur son visage épuisé, la supériorité cynique entièrement effacée de sa posture. Il ne regardait plus une suspecte. Il regardait l'architecte du dossier de complot le plus infaillible que son département verrait cette décennie. Il a tendu la main vers le lourd anneau de fer sur la table, a pris les menottes en acier et les a accrochées à sa propre ceinture. Je vais envoyer 3 patrouilles au domaine des Chênes tout de suite, a dit Lefebvre, sa voix n'étant plus qu'un grondement bas et dangereux. Le flic en lui bouillonnait, une mère se vidant de son sang aux soins intensifs, une famille détruite, et les auteurs étaient assis dans une résidence fermée en essayant de faire porter le chapeau à leur propre sang. Je vais arracher ces portes de leur gonds, Camille. Je vais inculper votre sœur pour délit de fuite aggravé et je vais inculper vos parents pour complot. Il s'est levé,
la chaise en aluminium raclant violemment contre le sol, et a attrapé la radio sur son épaule. « Attendez » ai-je ordonné. Je n'ai pas élevé la voix, mais l'autorité chirurgicale absolue de mon ton a figé sa main à mi-chemin du microphone. Il m'a regardé, les sourcils froncés par la confusion. « Vous ne voulez pas seulement une arrestation, inspecteur Lefebvre » ai-je dit, m'adossant à ma chaise, pliant proprement mes mains sur mes genoux. « Si vous enfoncez leur porte maintenant. » Antoine invoquera immédiatement son droit à un avocat. Il engagera un avocat de la défense à 460 € de l'heure. Ils prétendront que le téléphone a été piraté. Ils prétendront que le SUV a été volé. Ils feront traîner cela devant les tribunaux pendant 3 ans. Et il y a une probabilité statistique qu'ils embrouillent suffisamment un jury pour s'en tirer avec une peine avec sursis. Les yeux de Lefebvre se sont assombris. Alors, que suggérez-vous, Camille? J'ai la télématique. J'ai les journaux téléphoniques. C'est suffisant pour un mandat. Vous avez les métadonnées, les jeux corrigés doucement. Mais ce que vous voulez vraiment, ce que le procureur veut, ce sont des aveux complets, sans contrainte, enregistrés sur bande. J'ai repris mon smartphone une dernière fois. Quand Antoine et Sylvie ont acheté ce vaste domaine, ils ne savaient pas comment configurer le réseau de sécurité crypté de la maison intelligente, ai-je dit, un sourire terrifiant et fin comme une lame de rasoir touchant enfin les coins de ma bouche. Alors, j'ai installé les caméras intérieures haute définition pour eux, et ils étaient beaucoup trop arrogants et bien trop analphabètes sur le plan technologique pour jamais me demander de transférer les privilèges administratifs maîtres. J'ai contourné le portail des télécommunications et j'ai ouvert une élégante application noire. Le logo d'une entreprise de sécurité domestique haut de gamme a clignoté sur l'écran. Ils pensent que je suis assise dans une cellule de garde à vue en ce moment, ai-je murmuré. La lumière de l'écran illuminant la froide satisfaction dans mes yeux. Ils pensent avoir gagné. Ils pensent que le piège s'est refermé, ce qui signifie qu'ils sont actuellement assis dans leur salon, sans aucune garde, en train de discuter exactement de la façon dont ils ont réussi leur coup. J'ai appuyé sur le flux de la caméra intitulé Salon principal, audio activé. L'écran de mon smartphone a mis en mémoire tampon pendant une fraction de seconde avant que le flux vidéo crypté en 4K ne s'allume. Le contraste entre la salle d'interrogatoire stérile et d'une luminosité nauséabonde et le luxe chaleureux, éclairé de tons ambrés, du vaste salon de mes parents dans les Yvelines était saisissant. La caméra cachée, discrètement nichée à l'intérieur d'un thermostat numérique sur le mur du fond, capturait la pièce entière avec une précision grand angle impeccable. Le son était parfait, captant le crépitement de la cheminée à gaz et le silence lourd et terrifié de 3 personnes coupables. L'inspecteur Lefebvre s'est penché si près que je pouvais entendre sa respiration courte. Ses yeux étaient rivés sur le verre lumineux. Sur l'écran, mon père, Antoine, faisait les 100 pas sur la longueur d'un immense tapis persan. Il tenait un verre en cristal de scotch. Ma mère, Sylvie, était assise au bord d'un canapé en cuir sur mesure, le visage enfoui dans ses mains. Et assise juste en face d'elle se trouvait Juliette, ma sœur, l'enfant chérie, portant encore la robe en soie coûteuse qu'elle avait portée au dîner de famille il y a 3 jours, et son maquillage était étalé sur ses joues. « Arrête de pleurer, Juliette. Arrête » a lâché Antoine, sa voix résonnant nettement dans le haut-parleur du téléphone. C'est fait. La police a la pièce d'identité. Ils ont l'appel de Sylvie. C'est bouclé. Et si Camille leur disait, a sangloté Juliette, sa voix n'étant plus qu'un gémissement pathétique et tremblant. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine. Et si elle demande un avocat? Et si elle prouve qu'elle n'était pas dans le SUV? Elle dormait dans son appartement, Juliette, a presque crié Sylvie, éloignant ses mains de son visage. Elle vit seule. Elle n'a pas de témoin. C'est sa pièce d'identité physique sur les lieux d'un accident catastrophique contre sa parole. La police se fiche d'une analyste de données qui prétend qu'elle était au lit. Il se soucie des preuves physiques. D'ici lundi matin. Un avocat commis d'office la forcera à accepter un accord. La mâchoire de Lefebvre s'est visiblement serrée, les muscles de son cou tendus contre son col. Il regardait 3 civils riches et arrogants raconter avec désinvolture la mécanique exacte d'une conspiration criminelle. Ignorant totalement que l'inspecteur principal chargé de l'affaire les regardait en direct. J'ai dû utiliser son permis, papa, a murmuré Juliette, fixant la cheminée dans le vide. Si je suis arrêté pour un délit de fuite sous emprise de l'alcool, le mariage est annulé. La famille Laurent annulera les fiançailles immédiatement.
Je perdrai tout. Tu ne perds rien du tout, a déclaré Antoine, prenant une longue gorgée arrogante de son scotch. Il s'est approché et a posé une main sur l'épaule de Juliette. Camille est forte. Elle est froide. Elle peut survivre quelques années dans une prison de sécurité minimale. Sa carrière est déjà faite. Tu as besoin de ce mariage. Juliette. Nous avons fait ce qu'il fallait pour protéger la famille. La police est probablement en train de l'enregistrer dans une cellule de garde à vue en ce moment même. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas regardé Lefebvre pour obtenir son approbation. J'ai simplement regardé l'écran avec le détachement absolu et glacial d'un bourreau regardant la trappe s'ouvrir. Lefebvre n'a pas dit un seul mot. Il n'en avait pas besoin. Il a lentement tendu la main vers la lourde radio noire accrochée à son harnais d'épaule. Il l'a décrochée, a appuyé sur le bouton de transmission et l'a portée à sa bouche. Ses yeux ne quittaient pas l'écran de mon téléphone. Au standard, ici l'inspecteur Lefebvre. Priorité absolue, a-t-il grondé, sa voix étant un grondement bas et mortel qui a rempli la boîte en béton. J'ai besoin de 4 unités de patrouille et d'une équipe d'intervention du raid déployée au domaine des chaînes immédiatement. J'ai des aveux audiovisuels en direct et sans contrainte pour un délit de fuite aggravé. Complot et entrave à la justice. Les suspects sont confinés dans le salon principal. Approche en mode silencieux. Sans sirène. Ne les laissez pas vous entendre arriver. Bien reçu, inspecteur, a crépité la radio en retour. Les unités sont en route. Lefebvre a baissé la radio. Il m'a regardé, l'épuisement cynique ayant complètement disparu de son visage, remplacé par un niveau de respect profond, presque terrifiant. Laissez le flux tourner, a ordonné doucement Lefebvre. Nous sommes restés dans un silence absolu pendant exactement 14 minutes. Nous avons regardé Antoine se servir un autre verre. Nous avons regardé Sylvie se convaincre que le sacrifice de sa fille aînée était un dommage collatéral nécessaire pour leur statut social. Nous avons regardé Juliette cesser de pleurer et commencer à faire défiler son tableau Pinterest de mariage, la culpabilité s'évaporant complètement de son esprit de sociopathe. Puis, l'éclairage ambiant sur le flux vidéo a soudainement changé. À travers les immenses baies vitrées de leur salon, de violents flashs stroboscopiques de lumière rouge et bleue ont commencé à peindre les murs. Les voitures de police avaient coupé leurs sirènes, mais les rampes lumineuses étaient aveuglantes. Antoine s'est figé. Son verre de scotch s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Sylvie s'est levée si vite qu'elle a renversé une table d'appoint. Juliette a laissé tomber son téléphone sur le tapis. Antoine, a chuchoté Sylvie, sa voix captée parfaitement par le microphone caché. Antoine, qu'est-ce que c'est? Que personne ne bouge, a commandé Antoine, son autorité de salle de réunion volant instantanément en éclats pour laisser place à une panique pure et absolue. Ils n'ont pas eu le temps de bouger. Ils n'ont pas eu le temps de fabriquer un mensonge, d'appeler un avocat ou d'effacer le moindre SMS. La lourde porte d'entrée en acajou sur mesure du domaine ne s'est pas contentée de s'ouvrir, elle a explosé vers l'intérieur dans un fracas assourdissant de bois brisé. Police, mandat de perquisition. Montrez vos mains. 6 agents lourdement armés ont envahi le flux du salon, leur langue de poche tactique tranchant à travers la lueur ambrée. Juliette a poussé un cri hystérique à vous glacer le sang lorsqu'un policier l'a attrapé par le bras et lui a plaqué le visage contre le canapé en cuir sur mesure, serrant de lourdes menottes en acier autour de ses poignets. À terre. Faites-le maintenant, a hurlé un policier sur Antoine. Mon père, l'homme qui avait passé 30 ans à contrôler chaque récit et à acheter sa sortie de chaque conséquence, n'a pas discuté. Il est tombé à genoux, les mains tremblant violemment au-dessus de sa tête, le visage complètement vidé de son sang. Sylvie sanglotait de façon incontrôlable alors qu'un policier lui lisait ses droits de garde à vue. Les droits exacts que j'avais écoutés sur l'autoroute glaciale moins de 2 heures plus tôt. Lefebvre a expiré un long et lourd souffle. Il s'est penché au-dessus de la table en acier, a pris la petite clé argentée dans sa poche et a déverrouillé la menotte de fer qui retenait mon poignet droit. Le lourd métal est tombé avec un cliquetis. Vous êtes libre de partir, Camille, a dit doucement Lefebvre en se levant de la table. Je vais demander à un agent de vous reconduire à votre véhicule, et je m'assurerai personnellement que votre dossier d'arrestation soit effacé avant l'aube. J'ai pris mon smartphone, observant le flux en direct de ma sœur traîner hors de la maison par les cheveux. J'ai glissé le téléphone dans la poche de mon manteau. Merci, inspecteur, ai-je dit. Je suis sorti de la salle d'interrogatoire,
laissant la porte grande ouverte derrière moi. 6 mois plus tard, la mère dans le Peugeot 5008 s'est complètement rétablie. Parce que la police avait obtenu des aveux enregistrés irréprochables, les avocats de la défense très coûteux de ma famille se sont avérés totalement inutiles. Juliette a été condamnée à une peine incompressible de 8 ans dans un centre pénitentiaire pour délit de fuite aggravée ayant entraîné des blessures corporelles graves. La famille Laurent a annulé le mariage le matin de l'arrestation, prenant publiquement ses distances avec le scandale. Mes parents n'ont pas échappé au rayon d'explosion. Antoine et Sylvie ont tous deux été reconnus coupables d'entrave à la justice et de complot en vue de commettre un parjure. Pour payer leurs frais de justice catastrophiques, ils ont été contraints de liquider le domaine des Chênes, leurs véhicules de luxe et les portefeuilles de retraite d'Antoine. Ils ont évité la prison, mais ils ont été définitivement ruinés, contraints d'emménager dans un petit logement de location délabré dans un département voisin. Ils ont essayé de m'appeler d'un téléphone prépayé jetable quelques semaines après le procès, probablement pour mendier une aide financière ou une once de pardon. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert mon portail de télécommunications d'entreprise, localisé la position géographique exacte du téléphone jetable, et banni de manière permanente son code IMEI de tous les réseaux cellulaires sur l'ensemble du territoire national. Pendant ce temps, mon entreprise de logistique m'a promu au poste de directrice de l'architecture des données, avec un bureau d'anglais et un salaire qui me garantissait de ne jamais avoir à regarder en arrière. Si vos propres parents et votre sœur conspiraient pour vous faire accuser d'un crime afin de protéger leur statut social, les auriez-vous prévenus que vous aviez les données pour prouver votre innocence? Ou vous seriez-vous assis dans cette salle d'interrogatoire pour regarder le raid défoncer leur porte en direct devant la caméra, comme je l'ai fait? Eh bien, dites-moi exactement comment vous géreriez cette trahison dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire de justice clinique absolue, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.